Bonjour à tous, bienvenue sur Hebdo Explore. On commence de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que ce week-end vous accueille les bras ouverts avec votre Hebdo Explore. Donc petite émission consacrée comme chaque semaine sur Histoire Explore à l'actualité du jeu vidéo, mais pas que, aussi à l'actualité grand format, actualité du monde parfois, et parfois actualité du jeu vidéo qui rencontre cette actualité du monde. C'est-à-dire qu'on est sur une chaîne qui parle d'histoire, qui parle de jeux vidéo, et qui parle aussi tout simplement d'éléments du débat actuel. Et donc n'hésitez pas d'ailleurs à donner votre commentaire sous la vidéo si vous êtes d'accord ou pas, dans le cadre d'une bienveillance bien entendu pour alimenter le débat. Donc pour cette semaine, avec un chapitrage qui va apparaître, plusieurs sujets donc qui parlent de jeux vidéo et d'actualité, et on va commencer par un premier sujet destiné à voir comment le jeu vidéo en fait peut être utilisé dans le cadre d'une politique qui va faire grincer des dents en particulier. Et donc on va parler d'une grande licence de jeux vidéo qui a été récupérée par un mouvement politique. On part tout de suite aux États-Unis. Donc vous voyez déjà, je pense, le petit bout de l'illustration qui a été fait par IA sur ce site. Donc c'est sur une page Patreon que j'ai trouvé notamment cette brève qui montre que le jeu vidéo peut être utilisé dans le cadre d'une politique en particulier. Et là donc aux États-Unis, pour ceux qui écoutent la version podcast, on a donc un article qui nous parle de la Maison Blanche qui a utilisé tout simplement l'image de Halo pour vanter sa propre politique, en lien également avec une société qui vend du jeu vidéo, GameStop en particulier, et qui également fait des brèves sur les jeux vidéo. Et donc vous avez une histoire assez curieuse, et on se dit qu'en 2025 on est quand même très très loin de la manière dont le jeu vidéo était perçu pour ceux qui ont connu la période des années 90-2000 où le jeu vidéo était vraiment le mal absolu, notamment pour les mouvements conservateurs. Et là on a un Donald Trump avec son mouvement MAGA et son gouvernement qui utilise sans vergogne justement cette culture jeu vidéo ludique pour bien sûr toucher un électorat. Alors là, l'article s'appelle « La Maison Blanche réagit à son utilisation de l'image de Halo ». Donc vous avez une illustration, on voit notre Donald Trump assez maigre dans une armure de Master Chief en train de faire le salut au drapeau, tenant de l'autre côté, donc derrière on a la soi-disant Maison Blanche, et tenant dans la main l'une des épées notamment des ennemis du Master Chief. Alors j'ai oublié le nom les Spartans je crois, donc là vous me corrigerez dans les commentaires si je me suis planté, hein. Et donc voilà un Donald Trump sérieux, martial, qui salue donc le drapeau. Alors le 24 octobre, Halo Studio annonçait que Halo Campaign Evolved avait donc un remake qui était porté donc sur Xbox, mais pas que, désormais porté sur PS5. Alors vous pouvez me dire, mais comment Donald Trump s'introduit dans cette histoire où on parle d'un portage d'un jeu vidéo? Et bien tout simplement, c'est que ce portage, il est historique, hein. Gears of War avait ouvert la voie, c'est-à-dire que les licences qui sont liées à la marque Microsoft Xbox sont de plus en plus portées désormais sur la console concurrente et notamment sur Sony. Alors on a Forza également qui est une autre licence historique, hein. On a plusieurs éléments comme ça où on voit que désormais Microsoft devient un éditeur en tant que tel. C'est le plus gros éditeur du monde, hein, avec tous ces rachats qui ont été faits les années précédentes, hein. Plus de 70 milliards de dollars pour Activision, hein, il faut quand même le rappeler, 7 milliards pour Bethesda. Et donc il devient tout simplement éditeur, et on se demande s'il devient pas plus éditeur que constructeur, si la marque Xbox elle n'est pas en train de couler tout simplement et de disparaître. Le hardware est problématique, hein. Vous en avez pour preuve Microsoft qui a tout simplement décidé de faire un partenariat par exemple pour une console portable, une ROG Ally qui est estampillée Xbox. C'est pas du matériel Microsoft, hein, ils passent par un constructeur tiers, donc on voit qu'ils essayent de se diversifier, et c'est vrai que les fans de la marque à la croix se posent des questions notamment sur la pérennité de cette licence. Alors le fait que vous avez la série Halo qui est portée sur PS5, pour ceux qui ont connu la génération 360, ou moi en particulier, c'est quand même quelque chose qui est énorme. C'est qu'on voit que maintenant la fameuse guerre des consoles est peut-être enterrée. Et c'est justement ce point-là qui est intéressant concernant cette fameuse guerre des consoles, parce que tout simplement, vous avez GameStop par ce biais-là qui a voulu communiquer officiellement donc sur les réseaux sociaux en indiquant que oui, la guerre des consoles était peut-être finito par ce geste-là, et que maintenant peut-être que ces éditeurs-là, Microsoft et Sony, vont peut-être marcher main dans la main sur un nouveau chemin. Alors,
Dans l'article que j'ai trouvé sur Patreon, hein, vous avez cette personne qui donc a mis en avant justement ces éléments-là, que GameStop voilà, déclare la guerre des consoles terminée, donc en indiquant que finalement, hein, le processus d'exclusivité a fini par disparaître. Hein. Toute revendication d'exclusivité par la présente est levée. Les joueurs fidèles aux consoles sont priés de cesser les hostilités. Alors GameStop a joué un peu sur un côté un peu humoristique de la guerre des consoles pour ceux qui ne l'ont pas connue. Guerre qui a été quand même très active entre les pros. Alors avant c'était les pros Sega, pro Nintendo. Ensuite ça a été les pros Sony, les pros Microsoft ou les pros Nintendo. Enfin bref. Donc où chacun tout simplement mettait en avant sa machine de prédilection et de cœur face aux concurrents, et notamment par le biais des jeux qui pouvaient sortir avec des exclusivités données pour la console, et qui pouvaient être parfois des exclusivités temporaires comme les Final Fantasy. Hein. Mais cependant, là, par ce biais-là, maintenant que Microsoft publie sur Sony, GameStop se félicite de cette fin de guerre des consoles. Alors, ce qui a été le plus fort, c'est que le lendemain de cette annonce, le compte Twitter officiel de la Maison Blanche a partagé la publication de GameStop. Donc c'est pas GameStop en tant que tel qui va faire le même, hein, mais c'est la Maison Blanche qui va accompagner une image générée par IA qui montre notamment Donald Trump devant le drapeau saluant et en indiquant que justement il avait mené la fin d'une guerre également, que c'était un grand homme en particulier. Donc on a voilà la politique qui s'immisce dans notre passion, les jeux vidéo. Alors ça fait déjà un petit moment, il faut pas être naïf, hein. Mais cependant là on voit donc un élément de discussion entre GameStop qui fait un mème, la Maison Blanche qui répond, et GameStop qui répond à la Maison Blanche en indiquant que cette société de jeux vidéo cotée en bourse, hein, se font un peu des petits clins d'œil tout simplement tranquillement. Et notamment on a beaucoup de sociétés qui essayent de draguer Trump en mettant en avant son rôle. Alors pourquoi Trump? Ils estiment indirectement qu'il aurait fait peut-être, alors pas pression pour cette fin des guerres des consoles, mais que voilà, c'est dans l'air du temps, étant donné qu'on a un homme qui se vante d'avoir mis à un terme à plusieurs conflits, même certains conflits qui n'ont pas existé, soit dit en passant. Donc là, il y a une forme de plaisanterie. Hein. Mais cependant, ce qui est beaucoup moins rigolo sur ce même où on a la politique qui se saisit d'un loisir qui est désormais très populaire, c'est que le gouvernement américain va aller plus loin dans l'utilisation de Halo, c'est-à-dire que vous avez dès le lendemain le service de la sécurité, le Homeland Security, le département de la sécurité intérieure, grosso modo en français, hein, qui va partager une image du Major, donc du Master Chief, hein, qui conduit le fameux EMUE du jeu, donc le fameux 4x4 qui est impossible à utiliser. Pour ceux qui ont fait le premier Halo, c'était une plaie monumentale, ce fameux 4x4. Donc, où on voit donc un Marines qui est présent. Regardez, on le voit ici. Hein. Voilà la fameuse image qui avait été publiée sur le réseau social de l'enfer, à éviter au possible, mais là c'est juste pour l'illustration que je vous le montre. Donc, où il y a marqué Destroy the Fraud. Donc ça c'est une phrase qui est courante dans le langage de Halo. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que dessous, on a marqué en tout petit, sous le caractère, Join ICE Gov. Donc, rejoignez les fameuses forces de police chargées de traquer les immigrés clandestins et de les déporter. Donc les fameux policiers avec des cagoules, donc qui créent une panique généralisée quand ils arrivent dans une ville où ils font littéralement, on peut dire des rafles, hein, y a pas d'autre terme en tant que tel, hein, vu que c'est extrêmement violent la manière dont ça se passe, et qui arrêtent donc des personnes pour pouvoir les expulser. Et donc là on a le gouvernement américain qui utilise un jeu où on a les humains qui sont en guerre contre des aliens. Je vous rappelle que alien en anglais ça veut dire étranger aussi, hein. Et donc qui tout simplement sont dans une guerre de lutte pour leur survie par rapport à l'univers d'Halo en tant que tel. Et ça ils l'appliquent dans la réalité. Voilà où on en est en 2025 tout simplement. Donc une affiche de propagande, on peut pas dire un autre terme, hein, pour destiner à recruter des futurs policiers chargés de traquer des étrangers. Alors dans l'article de Rock Paper Shotgun qui a été publié le 28 octobre 2025, donc pour ceux qui ont la version vidéo, vous pouvez le voir. Il sera mis de toute façon dans les sources sous l'hebdo comme d'habitude. Donc on a voilà une campagne brutale d'expulsion massive qui place des dizaines de milliers de personnes en détention, hein, dont des milliers sans casier judiciaire. Bien sûr, c'est pour ça qu'on parle de rafle, hein, c'est pas fait au détail.
Et donc, on a voilà comment une annonce qui au départ pouvait paraître YOLO, hein, où on a donc un Trump en Master Chief, est rattrapé par la réalité en particulier, une réalité politique. On utilise justement leur passion pour faire passer des messages politiques, voire même recruter. Le jeu vidéo, l'armée américaine a déjà testé le recrutement via le jeu vidéo, hein, ça c'est pas une nouveauté. Hein. Donc, est-ce que c'est un clin d'œil aussi à leur fanbase réactionnaire de gamers qui soutiennent aussi Monsieur Trump? C'est peut-être aussi possible. Alors, hop, peu là. Alors, ça c'était le premier sujet, hein, donc comment l'utilisation de la politique notamment consiste à utiliser notre passion qu'est le jeu vidéo pour faire passer des messages politiques. Donc quand vous jouez à un jeu vidéo, vous avez du politique dedans, même si ça fait pas plaisir à tout le monde. Il y a une vision qui est faite, etc. Bon, on va pas revenir trop là-dessus. Hein. Surtout ce qui m'intéresse désormais, ça va être le deuxième sujet de notre hebdomadaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Hein. C'est que c'est vrai que cette IA qui sert à faire des images en tant que telle, là je vous ai trouvé un sujet qui parle un peu plus d'histoire en particulier, c'est notamment sur le fait qu'elle va colporter aussi des images qui sont liées à des stéréotypes, qui peuvent être des stéréotypes raciaux, et voire même des stéréotypes coloniaux, et donc on va le voir dans un deuxième temps notamment dans ce sujet. Alors, le deuxième article, là, c'est sur le site theconversation.com, donc, qui a été publié le 24 octobre 2025. Donc, on vous explique tout simplement que les images historiques créées par l'IA recyclent les stéréotypes et les préjugés coloniaux. Et donc, c'est une nouvelle étude qui est sortie dernièrement, qui parle justement de cet élément, donc, sur comment les IA, en fait, construisent leurs images, et donc, selon les prompts qu'on leur donne, et vont tout simplement puiser dans des bases de données qui sont bien souvent des bases de données où vous avez pas mal de propagande coloniale, et c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir quand même un cerveau humain derrière sur les images utilisées. C'est-à-dire que l'IA ne va pas forcément s'angoisser avec ces limites-là et va les réutiliser sans aucun problème. Alors, l'intelligence artificielle, donc ça c'est un article de Holly Haleyman, donc professeur agrégé en sciences politiques à l'université de Waikato. Alors je crois, je ne sais pas s'il n'est pas de Nouvelle-Zélande en particulier. Donc l'intelligence artificielle a révolutionné notre façon de créer des images, hein, alors Midjourney, DALL-E, Sora, etc. Hein. Et donc on a des images qui circulent sur les différents réseaux par le biais de cette facilité de construire des images, hein, et qui sacrifie des milliers d'emplois, se dit en passant également. Et donc des études montrent que les données sur lesquelles s'entraînent ces IA, sont extraites de sources en ligne, de sources numériques, et vont reproduire des stéréotypes racistes, sexistes, hein, notamment en présentant donc les pilotes comme des hommes, donc alors je vois pas trop la traduction, elle doit être un peu moisie là, les pilotes comme des hommes, ou les criminels comme des personnes de couleur. Donc là oui, par contre c'est beaucoup plus clair, hein. Et donc vous avez des chercheurs qui se penchent sur ce problème-là et qui vont tout simplement essayer de découvrir en quelque sorte comment l'IA réfléchit, hein, quand elle constitue en fait ces images. Alors vous avez donc le professeur agrégé qui a écrit cet article, hein, lui c'est un spécialiste de l'histoire de la Nouvelle-Zélande, et notamment il a fait des tests avec Sora, donc l'intelligence artificielle de OpenAI, si je me trompe pas. Donc, où on voit en fait des images qui sont créées, mais toujours d'un point de vue des colons européens. Donc, des paysages précoloniaux, sauvages, avec des populations qui le sont tout autant, avec des mises en avant, des altérités de ces populations-là, que ce soit leur costume vestimentaire, que ce soit leur manière de se tenir, etc. Et par exemple, face à un James Cook, donc le capitaine Cook qui a découvert la Nouvelle-Zélande et qui a été le premier Européen à aborder les côtes australiennes, où lui il apparaît comme un civilisateur calme, posé, rationnel, droit, face à des populations donc qui ont des altérités barbares en quelque sorte, hein. Alors regardez l'illustration pour ceux qui ont la version vidéo de l'hebdo, hein. Donc voilà le type d'exemple que l'on peut avoir notamment dans les éléments qui sont présentés, hein. Et puis derrière on voit d'ailleurs que les personnes qui sont derrière James Cook, il y en a un, il a un fusil dans la tête, mais il a fusionné avec le fusil, le gars, ceci en passant. Alors, donc à mesure que les outils d'intelligence artificielle influencent de plus en plus nos modes de communication, elles vont banaliser, hein, donc des sortes de mythes
d'une colonisation bienveillante, civilisationnelle, civilisatrice, comme dirait un Ferry, donc durant la Troisième République en France. Et donc, elle sape cette revendication aussi de ces populations de revendiquer qu'elles avaient une autorité sur ces terres qui ont été colonisées, une souveraineté politique, hein, et donc en quelque sorte remettre en cause aussi tous ces éléments donc de discussion qui ont été menés par différentes associations, gouvernements, mouvements politiques, pour essayer justement de peut-être de changer cette manière de voir l'histoire. Donc là, on a OpenAI, donc via son IA Sora, a créé des scènes visuelles de l'histoire de Aotearoa, Nouvelle-Zélande, et des années 1700 à 1860. Donc les invites ont délibérément laissé ouverte l'imagination de l'IA, et forcément, elle montre des éléments, hein, où on voit des paysages complètement fantasmés en tant que tels. Alors, pourquoi fantasmés ? Là, on voit un village donc dit d'autochtones locaux en Nouvelle-Zélande. Hein. Et en fait, sur l'image, donc nous voyons des montagnes, un lac, des personnes qui sont sur des sortes d'embarcations rudimentaires, des populations qui sont assis et qui ne font rien, assis en tailleur, devant des huttes en bois, et qui sont tout simplement en train d'attendre on ne sait quoi. Et donc le professeur agrégé dit, voilà cette vallée boisée, baignée d'une lumière dorée, avec des figures maoris disposées comme si c'était des pots de fleurs en quelque sorte, hein, cache la réalité des choses. Il n'y a aucune fortification sur l'image qui est présentée, des fortifications qui existent bien et que l'archéologie a démontré, donc qui démontre une organisation de la population étatique, etc. Donc pas de fortification, pas PA, donc c'est le nom du nom de la fortification en tant que telle. Seulement une nature sauvage qui attend d'être découverte, comme ça offert aux colonisateurs européens. Donc cette esthétique s'inspire directement d'une forme de tradition romantique, en l'occurrence, qui est très présente dans la peinture coloniale du 19e siècle, hein, notamment John Cully, qui représente la terre vierge, hein, un peu comme dans cet élan qu'on avait aux États-Unis avec la ruée vers l'ouest et cette destinée manifeste donc portée par les Européens, comme quoi cette terre leur a été offerte et qu'il fallait qu'ils la mettent en valeur. Alors les Amérindiens, les natifs américains qui sont dessus, c'est un détail, hein. Et donc vous avez des reconstructions de présentations aussi de portraits notamment. Donc une image là, on voit un Maori dans les années 1860, donc le teint très sombre, les yeux très perçants, avec une coiffure traditionnelle, des tatouages, un pagne, etc. Et donc là, on a une forme de portrait en fait que l'on trouvait dans les documents coloniaux en tant que tels. Hein. Et donc on est vraiment sur ces éléments qui sont vraiment des images faites par les Européens. Et c'est toujours très important quand vous travaillez en histoire sur des documents iconographiques, c'est toujours se poser la question, mais qui a pris la photo ? Pour qui est destinée la photographie ? Et donc l'IA Sora d'OpenAI reprend tout simplement ces éléments, sans trop se poser de questions bien sûr. Alors, donc notre professeur agrégé indique que les éléments qui ont été utilisés, hein, se puisent dans des anciennes sources coloniales, hein, et pourtant ce régime visuel colonial a été remis progressivement en question par des recherches historiques, notamment dans le cadre du mouvement des droits des Maoris, d'une prise de conscience historique des Néo-Zélandais également, avec une volonté de remettre en cause ce passé colonial. Alors on a eu le phénomène des statues déboulonnées aussi en Nouvelle-Zélande, des expositions muséales qui présentent justement cette histoire très complexe et pourtant très riche. Et donc ces IA recyclent des sources, mais utilisent des sources qui ont été utilisées dans un projet donc colonial de propagande impériale, donc sans avoir un recul que le chercheur apporte bien entendu. Donc là on voit comment l'utilisation des images de par IA sont réutilisées. Hein. Et donc une publication, on voit histoire du point de vue maori, donc on voit des maoris avec des fusils et non pas le bon sauvage avec ses lances et sa gaye, hein. Donc il va progressivement comprendre que pour se battre également il faut qu'il ait qu'il ait une possibilité aussi d'utiliser des éléments qu'il n'avait pas à la base, donc c'est-à-dire des populations qui ne sont pas figées dans un passé en particulier, hein. Alors l'article est intéressant car le chercheur indique que ces algorithmes ont des biais en l'occurrence et qu'il faut donc tout faire pour pouvoir les canaliser, les équilibrer et notamment interroger l'image qu'ils peuvent donner, hein, et également leur permettre des représentations beaucoup plus équitables sur des questions politiques et techniques. Alors au vu
de qui on a à la Maison Blanche et qui on a donc dans les différents GAFAM actuellement et leur prise de position, on peut se dire que c'est un vœu très pieux là, que met en avant ce chercheur, hein, que les filtres en tant que tels et autres ont été tous balayés, hein, la limitation des réseaux sociaux, et notamment que ça soit sur Twitter, etc., toutes les modérations qui ont sauté, et puis avec les zigotos qui sont à la tête de ces différents réseaux sociaux, les prises de parole qu'ils ont, on est très loin de cette volonté de réguler notamment et de dépasser ces clichés que véhicule l'IA, bien entendu. Donc voilà un article intéressant, je vous le mettrai en lien si cela vous intéresse, mais sachez qu'ici sur Histoire Explore, hein, c'est un élément que souvent on aborde dans le cadre notamment de nos émissions, que ça soit les lives sur Twitch, que ça soit l'Hebdo Explore ou parfois les émissions sur la chaîne Histoire Explore sur YouTube. Donc voilà pour le deuxième sujet, hein, qui nous parle de cette utilisation de l'IA, hein, et donc qui avec ses limites en tant que telles. Alors, en parlant de métiers qui ont été détruits, comme vous le savez, donc l'IA également contribue à une révolution technique dans lequel on est en train de rentrer dedans, hein, à marche forcée, avec des éléments qui inquiètent, hein, notamment par le fait que beaucoup se lancent à corps perdu dedans sans avoir le nécessaire recul sur cette nouvelle technologie, hein. Et quand on voit que ce sont des politiques ou des ministres qui encouragent notamment dans certains secteurs à l'utiliser sans aucune réflexion derrière, on peut quand même s'en inquiéter. Mais également, vous avez aussi des métiers qui existent toujours dans le domaine du jeu vidéo, qui résistent à l'IA, et ces métiers-là, justement, embêtent peut-être les studios de développement. Et vous avez un très très gros jeu qui va sortir l'année prochaine en 2026, un jeu mystère avec un couple donc qui manie des armes et qui font des braquages. Vous avez bien sûr, je pense, compris que je veux parler de GTA 6, et vous allez voir que GTA 6 actuellement, ça chauffe au niveau des employés. Alors c'est un article de justvideo.com, donc publié le 1er novembre 2025. Donc Rockstar licencie plusieurs employés impliqué dans le développement de GTA 6. Alors on a pourtant un gros jeu qui va sortir, qui va bouleverser sans doute l'économie du jeu vidéo pour plusieurs raisons. Le volume de vente du jeu va être colossal a priori, hein. S'il continue sur la lignée des anciens GTA, il est vraiment très attendu. Il va permettre aussi de relancer la vente des consoles. Je pense que Sony, on va avoir des beaux bundles PS5 GTA 6, et également il va sans doute peut-être initier une nouvelle pratique qui va être pas forcément dans l'intérêt du consommateur, c'est-à-dire une explosion du prix des jeux, en particulier GTA, on l'annonce à plus de 100 € pour sa sortie, hein. Donc bon, wait and see, hein. Alors cependant, pourquoi cet article? C'est que des employés de Rockstar ont protesté sans doute par le fait des conditions de travail du studio, même si ça s'est amélioré depuis Red Dead Redemption. Et là, vous avez une controverse qui a explosé où il y a 30 à 40 développeurs qui ont été licenciés. Et en fait, les personnes qui ont été licenciées accusent Rockstar de les avoir licenciés pour des raisons de création de syndicats. On n'aime pas du tout ça, hein, aux États-Unis, hein, les syndicats c'est bou. Hein. Donc Rockstar Games, le studio légendaire, hein, a licencié comme ça une trentaine à une quarantaine d'employés. Vous avez bien sûr Jason Schreier, donc le grand journaliste sur le jeu vidéo donc de Bloomberg, qui a enquêté et qui a pu interroger sous couvert d'anonymat, je pense, certain nombre de développeurs, hein. Et donc certains indiquaient que ils ont voulu créer dans les bureaux, alors c'est pas aux États-Unis contrairement à ce que je pensais, dans les bureaux britanniques et canadiens du studio, donc des branches syndicales, et vous avez le syndicat britannique Independent Workers Union of Great Britain qui a dénoncé donc une lutte anti-syndicale, hein, chez Rockstar, hein, par rapport à ces développeurs qui revendiquent leurs droits. Donc on a un conflit social qui explose 6 à 7 mois avant le lancement du jeu, hein. Donc forcément ça donne une image de Rockstar qui est quand même pas YOLO, hein. Et notamment avec des personnes qui ont été empêchées d'y adhérer à ce syndicat-là, qui ont perdu leur visa de travail, leur couverture médicale en étant licenciés. Donc forcément, quand vous êtes licencié aussi, vous avez tout un ensemble de protections dans les pays anglo-saxons qui disparaissent, hein. Contrairement à la France, hein, souvent des partis politiques qui crachent sur le système de chômage en France, mais il y a quand même une protection qui est quand même derrière et qui est quand même beaucoup plus forte, fort heureusement pour les personnes qui sont concernées. Alors, dans le cadre des pays anglo-saxons, cette protection n'existe pas en tant que telle, et perdre son boulot, c'est perdre un ensemble de garanties pour vivre tout simplement, perdre sa couverture médicale quand même. Ça, c'est quand même quelque chose qui, moi, m'a toujours
ulcéré et voire même révolté. On vous rend responsable et vous êtes malade, tant pis pour vous. Alors, le président de ce syndicat britannique, donc Alex Marshall, indique que c'est un précédent grave. Donc l'un des actes les plus flagrants et impitoyables de la lutte anti-syndicale dans l'industrie du jeu vidéo. Donc c'est vrai que le domaine du jeu vidéo se syndicalise de plus en plus. Mépris du droit et de la vie des travailleurs. Alors, Rockstar a bien sûr réagi parce que forcément en termes d'ambiance et d'image, c'est quand même pas terrible comme vous pouvez vous en douter. Donc Rockstar et sa maison mère Take-Two Interactive ont réagi rapidement. Donc ils ont fait un communiqué indiquant que les licenciements ont été faits en cas de faute grave. Alors, qu'est-ce qu'une faute grave ? Est-ce que c'est une faute qui est liée peut-être à la diffusion notamment des premiers trailers qui ont fuité de l'entreprise ou des informations qui ont fuité et que Rockstar n'a pas pu contrôler Ou est-ce que c'est tout simplement en rapport avec le fait qu'ils aient créé un syndicat ? Chacun est libre de faire ses propres conclusions, mais en tout cas il y a tellement d'argent en jeu, vous pouvez vous en douter. Donc le studio sur le site Kotaku insiste que la culture d'entreprise vise toujours le travail d'équipe, l'excellence et la bienveillance, et que l'entreprise vise toujours un environnement de travail positif, blablabla. Donc là, on est vraiment dans du bullshit de communication de crise. Donc, vous savez, ces personnes qui sont missionnées pour vite trouver un angle d'attaque et de réaction pour essayer de rassurer les consommateurs, mais surtout les investisseurs en tant que tels. Alors, Rockstar, quand même, ils sont quand même connus pour épuiser leurs équipes. Donc là, vous avez des images du jeu pour ceux qui ont la version vidéo, ceux qui ont la version podcast, donc des images du jeu avec force détail, notamment sur l'anatomie des personnes. Venez voir la vidéo sur Histoire Explore si vous voulez en savoir plus. Ça c'est du teasing, ça. Alors, cette affaire survient dans un contexte social tendu. Rockstar, donc, déjà a été accusé des années passées, et notamment avec Red Dead Redemption, d'épuiser leurs équipes, de les essorer dans ces périodes de crunch complètement folles où on vous demande de travailler dans des conditions abominables en faisant des heures supplémentaires pas forcément payées, ou qui sont payées bien après, ou qui sont basées aussi sur les ventes du jeu. Alors, dans le cadre de Rockstar, les ventes du jeu sont jamais décevantes, mais cependant des équipes qui sont vraiment pressurisées et qui sortent essorées de la création d'un jeu. Et c'est là où on peut se demander la question quand même de créer un produit culturel et de souffrir pour pouvoir le produire. Et donc Rockstar a été amené à modifier sa culture d'entreprise par le biais de cette prise de conscience et de cette très mauvaise image qu'elle véhiculait auprès notamment des consommateurs. Et donc des progrès avaient été faits dans l'article notamment de justvideo.com, l'article que je vous montre à l'écran, que l'entreprise avait pris des mesures pour réformer sa culture d'entreprise. Alors des progrès ont été salués par la presse spécialisée et que voilà, ça semblait s'apaiser. Donc sauf que là on est face à une crise actuelle, GTA 6 qui va sortir et une trentaine de développeurs entre 30 et 40 ont été licenciés car il semblait qu'ils voulaient créer un syndicat ou se syndiquer. Et donc c'est vrai que là Rockstar est un peu dans l'œil du cyclone par rapport à cette situation-là, même s'ils communiquent en disant mais non, que ces gens-là avaient fait des fautes très graves. Et ce que j'aime bien dans la conclusion de l'article, c'est en d'autres termes, derrière les gratte-ciels virtuels de Vice City, Rockstar doit désormais affronter une réalité bien concrète, celle du monde du travail. Alors j'avoue que la conclusion, comme ça, je plus sois, franchement, on peut pas dire autre chose. Donc c'est-à-dire que oui, il y a un monde réel derrière et c'est bien dommage que ce monde réel est parfois sacrifié pour des raisons de gros ouf. On va voir une très bonne nouvelle, parce que quand même il faut finir sur une bonne nouvelle, c'est que le jeu vidéo en France va avoir enfin, je le dis, enfin son lieu permanent d'exposition. Et oui, messieurs, dames, j'ai le bonheur de vous annoncer que emo5.com, la grande association de rétro gaming, va pouvoir bénéficier enfin de son musée du jeu vidéo. Allez, on va voir ça tout de suite. Donc c'est une annonce qui est du 31 octobre 2025, donc vous voyez c'est très très récent, et c'est une très très bonne nouvelle. L'association qui travaille sur la question du rétro gaming et de la préservation, surtout la préservation du jeu vidéo physique et des supports qui permettent de faire tourner ce jeu vidéo là, donc des premiers ordinosaures jusqu'aux consoles, premières consoles et consoles actuelles. Et donc cette association française va enfin pouvoir ouvrir son propre musée à Arcueil, donc en décembre, donc c'est très bientôt, et qui va permettre d'avoir une exposition qui est enfin permanente, qui n'est plus itinéraire comme c'était jusqu'à présent le cas, donc où Emo5 déposait son matériel directement dans certains lieux. Alors moi j'ai eu la chance de voir en
2010, oui, aux Arts et Métiers à Paris. La première exposition en France concernant le jeu vidéo. Et donc j'y étais. Et ouais, vous voyez comme quoi. Hein. Et j'ai rencontré d'ailleurs Marcus donc de Game One. Alors je crois que dans un précédent Hebdo Explore, je vous avais montré une photo. J'étais en photo avec lui, j'étais fringant jeune homme avec Marcus qui l'était tout autant. Et donc pensez aux équipes de Game One d'ailleurs qui vont bientôt ne plus diffuser sur Canaux RZ1 car leur aventure s'arrête, leur investisseur principal retire ses billes et Game One se termine. Donc c'est quand même une grande tristesse. Je l'avais abordé dans un précédent hebdo, donc n'hésitez pas à le regarder si ça vous intéresse cette question-là. Donc on a donc une très grande collection, c'est l'une des plus grandes d'ailleurs de France, hein, la collection Demo 5, donc qui va pouvoir être exposée. Donc ils ont annoncé ça lors de la Paris Games Week donc, qui vient de se terminer. Hein. Et donc ils vont créer un musée national du jeu vidéo. Alors ça c'est important parce qu'il y a le mot national dedans. Donc ça sous-entend qu'ils ont un soutien national, j'espère, derrière, et que peut-être l'État aussi va pouvoir les soutenir dans leur projet en tant que tel. Donc il va couvrir les années 1950 à nos jours, donc là vraiment très important. 1200 mètres carrés quand même d'exposition permanente, donc ça c'est pas mal. 200 personnes vont pouvoir être accueillies également simultanément donc, et vont pouvoir utiliser des machines mises en exposition. Donc on vous parle de micro-ordinateurs, consoles, bornes d'arcade qui seront disponibles en libre accès. Donc un musée en tant que tel c'est un lieu, donc Arcueil c'est à 15 minutes de Paris par le RER B je crois, donc vous allez à Paris, vous pouvez faire sur une journée un aller-retour, ça c'est sympa, avec des horaires ouverts donc de 14h à 18h, donc déjà tout est prévu, hein, mercredi, samedi, dimanche et durant les vacances scolaires, donc ça peut être intéressant, et surtout un prix d'entrée qui est assez body, qui est de 10 € et gratuit pour les membres de l'association forcément. Donc franchement, banco, moi je dirais. Hein. Donc c'est ce musée qui va ouvrir donc et sur la mémoire et l'histoire du jeu vidéo. Il aura aussi un espace restauration, donc ils ont vraiment prévu les choses en grand. Hein. Avec, je crois, il y a 2 étages, un atelier d'entretien et ça je trouve c'est génial, et de diagnostic qui permet au public de faire réparer ses machines. Donc ça c'est génialissime. Vous avez une vieille machine de rétro qui est en panne, bah, vous pouvez l'amener pour la faire réparer. Alors bien sûr, ça va pas être gratuit, mais cependant c'est quand même une super idée ça. Et donc à terme l'association vise le label Musée de France hein, qui garantit la protection de la collection et le prêt avec d'autres musées. Donc là, ils sont vraiment dans une démarche institutionnelle et forcément, on peut s'en féliciter. Alors, vous avez une vidéo qui est sur le site emo5.com. Je vais vous la montrer donc pour ceux qui ont la version vidéo. Alors, je vous la montre pas en entier parce que l'animateur qui présente en fait cette annonce, ça se fait tellement à l'arrache. Hein, c'est à la Paris Games Week, d'un coup c'est annoncé, etc. Sur le stand Demo 5, il y a un brouhaha constant et puis surtout l'animateur il hurle dans son micro. Donc je vais vous épargner ça. C'est lourd à lire. Oui, emo5.com. Franchement, il faudra revoir la manière dont vous annoncez vos grosses nouvelles là parce que là ça a été fait un peu complètement à la what the fuck. Hein. Donc là, vous avez un plan qui vous montre comment sera l'espace d'exposition. On a l'entrée donc qui est en haut à gauche là avec les petites flèches, les différents éléments de bornes d'arcade présentes dans un couloir ou dans différentes salles. Et donc avec une volonté voilà de pouvoir présenter. Alors là, vous avez une illustration à la Paris Games Week donc de emo5.com et donc des différents matériaux et consoles, ordinateurs qui sont mis à disposition du public. Ça c'est génial. Moi aux Arts et Métiers, j'avais pu rejouer à plein de consoles qui étaient mises comme ça sur des télés et c'était génial. Ça permettait de redécouvrir ou de présenter à ses enfants cette histoire du jeu vidéo. Hein. Alors là, je crois que vous avez le président de l'association qui est à gauche. À droite, je me demande si c'est pas SSSEP22, très actif sur les réseaux sociaux. Voilà, vous avez Doug à droite, là, Doug Alvarez, qui est un historien du jeu vidéo comme il se présente, donc il donne des cours notamment. Alors attendez, je vais essayer de vous le montrer. Il est où? Il faut que je le retrouve. Alors, viens ici, Doug. T'es où, Doug? Ah, il est là.
voilà, qui est à droite, donc qui également était très présent sur certains podcasts. Bon, enfin bref, voilà, vous avez un certain nombre de personnes du bon monde, hein. Et puis peut-être des collections qui seront également exceptionnelles. Là, vous avez à l'illustration la fameuse première PlayStation de Sony, hein, quand Sony a essayé de faire un prototype notamment qui lie une console Nintendo avec un support optique. Donc il y a eu ce partenariat Sony-Nintendo, donc là qui est également présenté en tant que tel. Donc voilà, des belles machines qui vont être mises dans ce musée du jeu vidéo. Donc forcément, ça fait plaisir que le patrimoine, enfin, soit reconnu en tant que tel. Et ce patrimoine vidéoludique, ici sur Histoire Explore ou Hebdo Explore, on défend le jeu vidéo physique, on défend le fait qu'il est important de posséder des machines qui portent une histoire, un matériel, et qu'il faut faire vivre ce matériel-là, et le partager également pour le faire continuer à prospérer, à être connu, etc. Donc selon la célèbre phrase d'Indiana Jones, sa place est dans un musée. Donc vous avez voilà un gros projet qui se met en place, et ça me permet de rebondir sur un autre projet sur lequel on avait abordé la question il y a déjà quelques temps de ça, un autre musée du jeu vidéo qui va s'ouvrir lui en 2028, donc qui sera soi-disant le plus grand musée du jeu vidéo, donc dans la ville de Bussy-Saint-Georges, avec notamment porté par un célèbre youtubeur, Tev, qui a réuni une collection importante avec un autre collectionneur, Ludovic Charles, hein, et ils ont le projet d'ouvrir un autre musée, voilà, de plus de 11 000 mètres carrés, etc. Alors là, c'est un gros projet financier. Il y a une participation qui a été demandée aussi par le biais d'une cagnotte. Il y a des soutiens aussi de l'agglomération, notamment de Bussy-Saint-Georges, et un soutien d'État aussi. Donc vous avez un gros projet qui est pour 2028 et qui est porté aussi par Florent Gorge aussi, qui est donc le célèbre historien de Nintendo, dira-t-on, parce qu'il a fait vraiment des très bons livres sur Nintendo, donc et notamment la présentation de très bons documents, et donc il fait partie de la vie. Et ce qui est marrant, c'est que ce musée-là, en fait, il a été impulsé pour qu'il y ait un musée enfin en France du jeu vidéo et qui permette en fait de présenter ses collections. Et parfois on sentait qu'il y avait un parallèle par rapport au fait que MO5, eux, n'avaient pas de musée, et que ils attendaient toujours une impulsion étatique pour créer leur propre musée, et donc que ça dérangeait certaines personnes qui voulaient s'émanciper un peu peut-être d'un rôle d'État de l'État sur la mise en avant de ce type de patrimoine-là, et que là c'est une démarche qui est beaucoup plus privée, je pense, que MO5 en tant que tel. Alors privé dans le sens que là on est sur un gros truc avec une surface donc d'exposition de jeux vidéo, mais aussi restauration, mais pas que, hein, laser game, etc. Donc un énorme centre commercial, hein, qui va se créer et se greffer sur ce musée-là. Donc là, on est vraiment dans une démarche qui est vraiment aussi pour se faire de la moule à gare, hein. Bien plus, je pense, que la démarche d'MO5, qui est juste de faire vivre ce patrimoine et de pouvoir en vivre, mais sans chercher des mille et des cents. Et donc oui, entre les deux musées, on peut se féliciter qu'enfin en France, il y ait justement ces types de projets, hein. Le fameux musée d'Emo5.com, donc qui va ouvrir en décembre, du côté d'Arcueil. Et puis pour 2028, ce fameux plus grand musée du jeu vidéo, hein, porté par le youtubeur Tev et Ludovic Guillaume, je crois, qui est ici à l'écran, où ils vont présenter aussi un ensemble de pièces, hein, et soutenu par beaucoup de contributeurs. Donc on a ces deux types de projets qui montrent qu'enfin en France, on aura des lieux dédiés au gaming. Si ça vous intéresse, cette question de ce musée, notamment le plus grand musée du monde là, qui ouvre pour 2028, a priori à Bussy-Saint-Georges, n'hésitez pas à voir une vidéo qui popera peut-être quand j'aurai fait mon montage à l'écran, et qui est consacrée justement à ce fameux musée. Et j'abordais moi la question du problème en partie du financement du musée, de ce musée-là, pas celui d'Emo5, hein, et notamment du fait qu'il y avait dans un article du Figaro des éléments de critique sur le fait que une personne qui faisait partie du projet avait plusieurs casquettes politiques en même temps, et donc voilà, ça crée du remous sur à la fois une personne qui fait partie du projet, mais qui également est décideur de ce même projet. Et voilà, il n'y a pas une séparation forcément claire et nette là-dessus. L'article du Figaro vous explique ça avec beaucoup de précision. Et ma vidéo également, donc, qui doit être disponible sur la chaîne Histoire Explore, donc pas sur la chaîne secondaire Hebdo Explore où sera cette vidéo. Mais n'hésitez pas à aller la voir si cela vous intéresse. Et bien sûr, tout sera dans les espaces ci-dessous. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs si le cœur vous en dit, pour faire avancer le débat. Alors, la version physique de The Outer World
ou 2 nécessitera un téléchargement obligatoire des données sur PS5. Alors, on est sur un jeu voilà, qui est dans la lignée du premier d'exploration spatiale, qui était assez renfermé sur lui-même et qui avait un humour déjà assez caustique, et avec une critique du capitalisme qui était assez intéressante, avec vraiment un aspect très cartoon et qui vraiment fait penser un peu à ces éléments visuels qu'on avait dans les années 30 en particulier, ou les premiers éléments du cinéma de Méliès en particulier, hein. Donc un aspect graphique très particulier. Et donc ce jeu qui va être disponible à multiples supports, un Switch, à PS5, etc. Et donc là on a une mauvaise nouvelle donc, pour les collectionneurs, c'est qu'il faudra une connexion internet obligatoire pour lancer le jeu, non pas pour télécharger une mise à jour qu'on n'est pas obligé de faire soit dit en passant, hein, quand vous avez ce type de possibilité là, mais après bien sûr les bugs n'ont pas été, si vous ne faites pas cette mise à jour, vous êtes quand même soumis à ce problème de bugs qui peuvent apparaître dans le jeu et qui n'ont pas été corrigés avant que le jeu soit mis sur galette. Mais là non, la connexion internet obligatoire c'est pas pour ça, c'est juste pour avoir le jeu. Donc on a une clé en fait qui sera sur un support CD, en fait une clé qui va permettre de télécharger le jeu sur votre console. Alors que le jeu, il rentre sur le Blu-ray sans aucun problème. Un Blu-ray, ça peut contenir jusqu'à 100 gigas de données. Hein. Donc The Outer World 2, il va pas faire 100 gigas, c'est évident. Et donc ça, c'est Microsoft qui s'est lancé dans ce type de procédé, étant donné que Obsidian appartient à Microsoft désormais. Hein. Et on a eu la même désagréable surprise avec Indiana Jones, et les cercles anciens qui est sorti aussi sur PS5, donc avec une connexion pour finaliser l'installation, etc. Donc là, le disque en question, cette mauvaise habitude voilà, se poursuit. Il y aura 1,32 gigas sur le disque et tout le reste sera obligé d'être téléchargé. Alors si vous n'avez pas la fibre, bon courage. Il faudra donc impérativement passer par Internet pour compléter. Et ce qui est quand même complètement débile là-dessus, c'est que quand ils ont sorti Gears of War, donc la version Reload sur PS5, donc comme je vous le disais au début de cette émission, qui est une grande licence liée à Xbox et qui est maintenant sur PS5, hein, ça a été porté sur PS5 et le jeu il était intégralement sur le Blu-ray. Pas de question de téléchargement, de pré-téléchargement, il y avait tout dessus. Donc le mode solo sur disque, hein, et il n'y avait que le multijoueur à télécharger en plus. Mais le mode solo était déjà sur le disque. Et donc là, Outer World 2, eh ben non, ça ne sera pas le cas malheureusement, c'est-à-dire vous devrez télécharger votre jeu. Complètement débile. Hein. Donc voilà la petite mauvaise nouvelle de cette fin d'émission, hein, c'est-à-dire qu'on a des éditeurs qui, pour faire des économies de bout de chandelle, parce que je ne comprends pas du tout l'intérêt de sortir le jeu en boîte, de mettre un CD et dessus de ne pas mettre le jeu. Le pas mettre le jeu, c'est parce qu'il va coûter très cher à mettre sur un CD quand même. Donc que le jeu soit sur 2 ou 3 CD, alors que sur la version PS5 on est sur 2 CD, ça vous avez le cas avec Baldur's Gate par exemple, qui tenait sur 3 CD sur Xbox et qui tenait sur 2 CD sur PS5. Bah oui, Sony c'est quand même les créateurs du Blu-ray, donc ils ont peut-être mis en avant le fait voilà, de le mettre sur 2 CD en tant que tel. Je sais pas quelles ont été les négociations avec l'Ariane Studio pour Baldur's Gate 3. Et d'ailleurs Baldur's Gate 3, l'Ariane, ça serait bien que vous le sortiez quand même en magasin votre jeu, hein, plutôt qu'on l'achète aux États-Unis dans une version qui coûte 100 €. Hein. Vous pouvez pas sortir le jeu en boîte simple sans une version collector, au secours. Mais là dans le cadre de cet élément-là, on se dit il est toujours vendu en grande surface, donc ça fait plaisir aux distributeurs. Bon, très bien, ils vendent comme ça à la fois le jeu et les consoles sur lesquelles on peut y jouer, mais dans le cadre là d'un jeu où il est en boîte et dessus ils mettent rien, mais c'est débile. C'est une stratégie qui est moisie au possible. Hein. À part contrôler toujours les joueurs, contrôler leur session de jeu en les faisant dépendre de serveurs que Microsoft contrôle ou Sony ou d'autres. Hein. Donc voilà, c'est vraiment une grande déception. Vous allez être obligé donc d'avoir un jeu bâclé. Hein, Et je vous dis, pareil pour la Switch 2, hein, moi ça m'embête de prendre cette console, j'ai toujours pas prise. Je sais pas si je le ferai, parce que tout simplement, il y a ces questions de game keycard. Hein. Vous avez des jeux, donc vous avez juste une clé de lancement qui est sur la cartouche, et vous téléchargez le jeu sur votre console. Si vous effacez votre console et que le serveur a fermé, eh ben autant vous dire, c'est la fin des haricots. Donc c'est une grande déception, tout simplement, cette manière de faire de Microsoft, et ça c'est en train de contaminer l'industrie, hein, hélas. Donc voilà notre hebdo
arrive sur la fin de la fin de la fin. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas les abos, n'hésitez pas les commentaires, n'hésitez pas à suivre cette chaîne donc qui est sur YouTube, Twitch et aussi en podcast, Histoire Explore, et de donner votre avis en particulier. Histoire Explore, c'est aussi des émissions régulières consacrées à l'histoire, donc parfois des réacts sur des documentaires. C'est pour ça que dessous là vous avez un bandeau que j'ai pas changé là, qui parle de cette présentation de différents commentaires et sur lequel on fait de la réact en direct et j'amène ma vision d'historien dessus, bien sûr. Et puis aussi, c'est du jeu vidéo, bien entendu, du let's play, du découverte, de la passion, quoi. Bon, mais en tout cas, je vous dis merci pour avoir participé à cet hebdo. Et je vous dis à bientôt, jambe de bois. Et moi, pour ça, ça me fait flic de l'acheter. Intéressé par ce genre de thématique, mais aussi l'histoire, le jeu vidéo, la géographie ou l'actualité, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour soutenir la cause.